Il y aura des périodes prévues aussi pour les échanges, les questions, donc plus tard là, dans l'activité. Pendant le déroulement, là, si jamais il y en a qui ont des questions, des interventions à faire, vous pouvez le faire par écrit en utilisant là, la fonction de chat clavardage. Vous pouvez écrire directement à Méric. Méric, c'est lui qui va gérer un peu les interventions. S'il y en a qui préfèrent le rejoindre par téléphone, c'est possible aussi. Méric, tu peux peut-être juste mettre ton numéro là, dans le chat. Je vous le donne aussi. C'est le 581-989-0909 si jamais il y avait un problème là, au cours de l'activité. Donc, je vous partage mon écran en ce moment. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous par téléphone. Donc, je vais faire de mon mieux pour dire oralement tout ce qui apparaît aussi visuellement là, comme information. Donc, je vous présente maintenant la première diapo qui présente les objectifs. C'est quoi les objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui? Il y en a deux. Le premier, c'est d'abord présenter les résultats du projet de recherche qui a été mené sur les activités de formation et de sensibilisation au Québec. Et le deuxième, c'est de démarrer les travaux de la table de concertation. Donc, on va aussi vous expliquer dans le fond, comment est née cette idée-là d'une table de concertation sur la formation, la sensibilisation dans le champ du handicap. Donc, je vous présente maintenant un peu le déroulement de l'activité. Dans un premier temps, on va vous présenter très brièvement la démarche de recherche qui a été menée, vraiment sans rentrer dans les détails, mais pour vous situer un peu. Dans un deuxième temps, on va vous présenter les résultats de ce projet-là. Donc, d'abord, les résultats du scan environnemental de l'offre d'activités de formation et de sensibilisation. Donc, scan environnemental, on va vous expliquer c'est quoi, mais en gros, c'est un portrait qui a été fait là, de l'offre d'activités de formation et sensibilisation qui sont offertes au Québec. Il y aura une période de discussion là, pour prendre quelques interventions après cette présentation-là. On va se permettre une petite pause pour se dégourdir, se rafraîchir. Et par la suite, on va vous présenter la démarche de planification stratégique. Donc, ça faisait aussi partie du projet de recherche. Puis, c'est en grande partie ça qui a mené à l'idée de lancer un réseau, une table de concertation. Donc, ça va être important de discuter de cet aspect-là. Puis finalement, là, on va faire des sous-groupes. C'est là il y en a bien sûr envie d'échanger aussi, d'avoir vos impressions sur ce qui va vous être présenté. Puis comme on est nombreux, ça va être plus facile, là, plus convivial de le faire en sous-groupe. On vous expliquera rendu là la procédure. Puis on va prendre le temps là, de faire un retour après en grand groupe, puis de se donner un prochain rendez-vous là, pour la suite. Donc, voilà pour le déroulement. Maintenant, je vais céder la parole à Annie Rochette. Annie Rochette, qui est ergothérapeute et professeure à l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheure au CRIR. Le CRIR, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Annie a agi avec Patrick Fougerolas comme chercheur principal sur le projet de recherche. Puis elle va maintenant vous présenter très brièvement là, la démarche là, qui a été menée pour vous permettre là, de bien vous situer. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et Annie, en principe, là, tu devrais être capable de partager le tien et la parole est à toi. Bonjour tout le monde, vous voyez bien ceux qui peuvent accéder à l'écran, vous voyez bien mon écran? Je suis contente d'être là, puis je voudrais vous remercier d'être présent aussi en aussi grand nombre. On est quand même impressionnés de la réponse qu'on a eue, puis du nombre de participants aujourd'hui. Donc, on trouve ça bien intéressant puis bien excitant. Donc, comme Fabienne a quand même insisté sur le fait que je vous présentais brièvement, je vais me forcer pour que ce soit assez bref, mais assez complet possible.
Donc, comme on a dit, c'est le projet, il s'appelait au départ pas tout à fait ça, mais en travaillant en équipe, on a revu le nom du projet qui finalement s'est nommé tout du long Réfléchir pour agir ensemble en formation et en sensibilisation. C'était vraiment une initiative pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. L'équipe de recherche, donc c'est plus l'équipe qui était vraiment le noyau pour la recherche. Comme Fabienne l'a dit, chercheur principal, c'était moi, Annie, et avec Patrick Fugiras, mais on avait aussi un partenaire principal qui était représenté par Lise Roche de la Fondation Mirella Lino Saputo. On avait des co-chercheurs de différentes universités, Bonnie Swain, Eva Kaya, Aliki Thomas, Keiko Shikako Thomas, que plusieurs d'entre vous, vous connaissez, et plusieurs partenaires aussi qui faisaient partie de l'équipe de recherche dont vous avez les logos ici, l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Marc était présent aussi dans l'équipe de recherche que probablement tout le monde connaît, je pense, ici présent, de la QLPH, la formation Altergo, qui roule l'Office des personnes handicapées du Québec et le RIPPH. C'est nos partenaires principaux dans l'équipe de recherche, mais vous allez voir que pendant le projet, on a vraiment élargi et pour aller chercher d'autres partenaires pour faire le travail. Et là, on est rendu à une étape où on veut vraiment élargir le plus large possible pour avoir l'avis un peu de tout le monde qui est impliqué en formation et en sensibilisation au Québec. Donc, en soutien à l'équipe, on a Jacqueline Roberge-Dao, qui va vous présenter tantôt les résultats de la première phase, le scan environnemental. Méric, qui est en soutien, Fabienne, et Lara Evoy, qui vient d'une firme là, qui nous a soutenus plus au niveau des rencontres, là, InnoWeave, pour la perspective là, de transformation sociale. Donc, ça, c'est pour répondre à qui a parti ça d'une certaine façon. Notre objectif de départ, c'est que on voulait que les acteurs, tout le monde qui est impliqué en formation et en sensibilisation, on arrive à travailler ensemble, puis qu'on se donne des résultats communs, qu'on prenne un temps d'arrêt pour essayer de revoir les façons de faire, puis qu'on puisse réfléchir ensemble à la problématique en ayant toujours en tête vraiment les impacts qu'on veut atteindre. Donc, c'est où qu'on veut être. On voulait en effet, en quelque sorte, se donner un peu une vision pour le Québec, pour toutes les activités de formation et de sensibilisation. Donc, c'était un peu ça le but qu'on avait général avant de commencer. Pourquoi? Avec les différents échanges, on sait que l'environnement social, c'est un enjeu qui est complexe, qui doit être adressé sous plusieurs angles. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font déjà au Québec en formation et sensibilisation. Donc, on ne veut pas tout réinventer, mais on voulait construire sur ce qui se fait déjà et peut-être l'améliorer. On s'est questionné parfois à partir de témoignages et d'anecdotes si aussi il n'y a pas des initiatives qui peuvent être parfois contradictoires. Donc, est-ce qu'on a une vision suffisamment commune à travers le Québec? On n'avait pas vraiment un portrait global non plus de ce qui se fait. Donc, c'était le principal constat qu'on a eu, c'est qu'il manquait un peu une vision commune, globale et intersectorielle pour tout ce qui touche les activités de formation et de sensibilisation. Ce qu'on a fait en termes de comment, la méthode, c'était vraiment une approche participative. On s'est appuyé sur deux cadres théoriques, le processus d'innovation sociale, et c'est là aussi qu'on avait la firme externe InnoWeave qui nous a accompagnés dans le processus, plus pour la deuxième phase de planification stratégique. On s'est appuyé aussi, bien sûr, sur le modèle de développement humain du processus de production de handicap. Donc, j'en profite aussi pour dire que très récemment, la version anglaise est sortie. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais moi, j'ai vu passer, fait que j'en profite pour relayer l'information aussi, là. Vous pouvez aller voir sur le site du RIPPH pour ça. Et donc, vraiment s'ancrer dans le modèle pour aussi s'assurer d'avoir une représentativité de l'ensemble des enjeux des différentes populations aussi et clientèles. Donc, le comment, ce qu'on a fait, les deux phases, c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus en détail par la suite. Donc, la phase 1, le scan environnemental, c'était vraiment pour avoir un portrait. Jackie va peut-être revenir un petit peu sur le comment exactement on a fait, là, mais globalement, c'est qu'on a essayé de recenser l'ensemble des activités de formation et de sensibilisation, puis on allait chercher des informations précises sur qu'est-ce qui était offert, puis on avait une série de questions aussi qui avait un questionnaire qui avait été étoffé là, scientifiquement pour aller chercher des informations le plus juste et fiable possible. Donc ça, on va vous présenter ça un petit peu plus en détail. Et ça a servi de base par la suite
pour créer ou développer une planification stratégique. Donc, c'est là qu'on a élargi l'équipe de recherche à ce qu'on a appelé un groupe de travail, où on est allé chercher d'autres acteurs, d'autres partenaires qui avaient soit participé au scan environnemental ou qui étaient impliqués dans Société inclusive ou de qui on a eu vent pour essayer d'avoir une représentativité, comme je disais, des enjeux et des clientèles, des populations, pour vraiment s'asseoir ensemble, en ligne et en présence, pendant presque un an, avec une structure où là, on allait vraiment voir, puis là, j'ai juste illustré ici qu'il y avait comme le noyau, là, le petit comité exécutif qui était plus l'équipe de recherche là, serrée. Donc, moi, Patrick, Lise Roche, Fabienne, Méric, Jackie, Lara. Ça, c'était le petit rond rouge où on coordonnait un peu tout. D'un côté, on avait l'équipe de recherche qui nous informait au niveau scientifique, qu'on a élargi au groupe de travail pour la phase 2 de planification stratégique. En bas, vous avez une petite ébauche là, de une des rencontres, les personnes qui étaient là en présence. On avait du monde en ligne aussi qui participait. Mais le carré orange, je vous dirais que le groupe de consultation, c'est peut-être un peu là où on est rendu, où on veut vraiment élargir à tout le monde qui se sent concerné. Et la table aujourd'hui, le lancement, c'est vraiment suite à la planification stratégique. Quand, sur un an, on a étoffé pour essayer d'avoir une vision commune, des objectifs, des livrables à aller chercher. Parmi les moyens qui ont été identifiés, un des plus importants a été d'avoir une forme de réseau et une table, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, d'une certaine façon. Fait que pour l'instant, j'arrêterai là, à moins qu'il y ait des questions, Fabienne. Merci tout le monde. Merci Annie, t'es pile dans les temps, c'est merveilleux. Je vais juste essayer d'arrêter mon partage d'écran, puis je te redonne tout ça. C'est bon. Voilà. Merci Annie. On va enchaîner, on aura la possibilité là, de prendre quelques interventions, mais je propose de laisser tout de suite la parole à Jacqueline Roberge-Dao, qu'on appelle Jackie, qui est ergothérapeute, aussi candidate au doctorat en ergothérapie à l'Université McGill, puis qui a agi comme coordonnatrice de recherche sur ce projet-là. Donc, elle va nous présenter les résultats de la phase 1, c'est-à-dire du scan environnemental. Donc, Jackie, tu peux y aller, la parole est à toi. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Fabienne. Donc, moi, c'est Jacqueline. J'étais, comme Fabienne l'a mentionné, coordinatrice de recherche pour ce projet-là. Puis, en fait, c'est moi qui étais en charge de faire le scan environnemental. Donc, aujourd'hui, c'est ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos résultats. Donc, la phase 1 du projet de recherche. Donc, je vais commencer par parler très brièvement de la méthodologie pour ensuite passer à travers vraiment les résultats plus concrets qui nous donnent un portrait global des activités en matière de formation et de sensibilisation au Québec. Puis, l'idée de cette présentation-là, c'est de vous informer de façon assez objective. Donc, je soulèverai peut-être certains résultats mais je reste assez neutre là-dedans pour laisser place ensuite aux conversations lors de la table de concertation. Puis, la présentation devrait prendre environ 25 minutes, plus ou moins. Puis, puisqu'on est quand même assez nombreux, là, je vous invite à poser vos questions à la fin de ma présentation. Donc, l'objectif du scan environnemental était d'obtenir un portrait global et juste des activités de formation et de sensibilisation au Québec afin d'informer la planification stratégique. Donc, on a dû définir ce qu'on voulait dire par activité de formation et de sensibilisation. Donc, le comité exécutif a développé des définitions qui ont ensuite été présentées au groupe de recherche et modifiées par la suite. Donc, ici, on retrouve vraiment les définitions qu'on a utilisées. Donc, une activité de sensibilisation, c'est une activité structurée, c'est-à-dire une activité organisée qui a un objectif, un public cible et que l'on peut évaluer, qui vise à sensibiliser la population afin de mieux comprendre le quotidien d'une personne ayant une limitation fonctionnelle. Ensuite, pour l'activité de formation,
on a défini ça par une activité qui vise à permettre l'acquisition de connaissances, d'habilités ou d'attitudes sous-jacentes au développement du niveau de compétence des différents acteurs de la communauté qui interagissent auprès des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Le but est de leur permettre d'assumer leurs responsabilités dans la mise en œuvre d'une société inclusive. Donc, je m'excuse pour la lecture, mais c'est important de définir ce qu'on va ensuite chercher. Donc, voici notre méthodologie en détail. Donc, on a invité 123 organismes à participer au scan environnemental par courriel. On a quand même commencé l'échantillonnage avec une liste préliminaire que nos collaborateurs nous ont donnée. Et ensuite, on a utilisé une stratégie qu'on appelle boule de neige. Donc, lorsqu'on a fait des entretiens téléphoniques, on a demandé aux participants de nous référer d'autres organismes qui pourraient répondre à nos critères. Et donc, quand même, une bonne partie des organismes qu'on a repérés sont venus de cette technique boule de neige-là. Et on a aussi complété l'échantillonnage par une recherche Internet. Donc, des 123 organismes qu'on a invités, il y a 71 qui ont répondu à notre invitation. Et on a passé ensuite 45 entretiens téléphoniques. Ces conversations téléphoniques duraient environ 30 minutes et dans certains cas, on est venu compléter les données manquantes par courriel, donc avec un courriel. La cueillette de données a pris 5 mois total, donc de juin à octobre 2018. Et 6 organismes ont été exclus lors de l'analyse puisqu'ils ne répondaient pas aux critères d'admissibilité. Il y a plusieurs raisons pour ça. Là. Par exemple, ces organismes offraient des services directement aux personnes en situation de handicap et non nécessairement l'environnement social. Donc, en tout, on a eu 39 organismes dans notre échantillon final qui représentent 32% des organismes invités. Donc, voici la répartition de notre échantillon selon le type d'organisme. Donc, par communautaire, on veut dire les organismes communautaires de secteurs variés. Ce groupe représente 77% de notre échantillon, donc quand même la majorité. Ensuite, 15% de l'échantillon comprend les organismes publics et gouvernementaux ou paragouvernementaux de secteurs variés. Et finalement, les organismes municipaux, paramunicipaux et le secteur privé représentent un pourcentage assez minime de notre échantillon total. Le diagramme circulaire que vous voyez à droite montre la répartition des 39 organismes selon le type d'activité qu'ils offrent. Donc, il y a 14 organismes, donc 36%, qui offraient à la fois des formations et des sensibilisations. Le même nombre offrait que des activités de sensibilisation et un peu moins, 28%, offraient que des activités de formation. Ensuite, on a répertorié toutes les activités uniques de ces organismes et on a trouvé 129 activités au total, dont 71 formations et 58 sensibilisations. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte sur la provenance des activités, là, ici, on voit que parmi les 27 organismes offrant des activités de sensibilisation, 78 proviennent des organismes communautaires, 15% des organismes municipaux et 7% des organismes publics ou gouvernementaux. Pour les activités de formation, on retrouve encore les organismes communautaires en tête, puis suivi des organismes municipaux. Puis la dernière rangée que vous voyez, là, ça vous rappelle le partage des types d'organismes selon dans notre échantillon. Okay, donc maintenant qu'on a parlé un peu du contexte puis des types d'organismes, voici une liste des caractéristiques qu'on va venir regarder un peu plus en détail.
pour décrire les activités. Donc, ici, pour la population ciblée, on peut voir que la population ciblée est représentée par quand même une variété de secteurs. Le secteur de l'éducation reste toutefois majoritaire, tandis que le secteur du service à la clientèle et les villes et municipalités sont un peu moins ciblés. Donc, je vous laisse quand même prendre le temps de regarder les informations. Là, je ne vais pas toutes nécessairement lire, mais il y a une bonne répartition. Donc là, il serait intéressant de savoir sur quoi portent les activités de formation et de sensibilisation. Donc, sur cette diapo, on peut voir que la variété du contenu des activités est quand même assez large. Toutefois, le sujet principal des activités concerne toutes les personnes en situation de handicap. Donc, 40% des activités au total, là, sont quand même généralistes. Ensuite, on trouve 22% des activités qui se concentrent sur les capacités et incapacités intellectuelles et 18% des activités sur le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Ici, on peut voir quels sont les objectifs formels des activités. Donc, on peut voir que presque 50% des activités au total ont pour objectif de partager de la théorie, soit de comprendre la condition, le handicap ou des principes de design universel. Puis on note qu'apprendre à communiquer et intervenir sur une approche spécifique sont des objectifs plutôt pour les formations, tandis que vivre une expérience et promouvoir l'inclusion et la participation sociale rejoignent uniquement les activités de sensibilisation. Donc, pour les stratégies pédagogiques, donc, c'est pas surprenant, disons, qu'on retrouve la présentation de théorie comme étant la plus utilisée pour les formations, donc à 93% des activités. Aussi, les formations utilisent les mises en situation, donc des études de cas, en 60% des formations. Et pour les activités de sensibilisation, on va utiliser un peu plus l'expérimentation, donc de faire vivre une expérience aux participants. Donc, le territoire, là, très brièvement, on retrouve que les activités de formation étaient le plus souvent offertes à travers la province du Québec. Tandis que la majorité des activités de sensibilisation ont été offertes dans les grandes zones urbaines, donc soit la Ville de Montréal ou la Ville de Québec. Puis, notez que la Ville de Montréal était quand même plus représentée que la Ville de Québec. Puis, une minorité des activités étaient concentrées à couvrir d'autres régions de la province. Donc ici, on trouve une compilation de caractéristiques quand même assez intéressante. Donc pour commencer, 16% des formations qui ont été répertoriées sont offertes dans un continuum, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séances pour compléter la formation. Puis ça, c'était pas, c'était pas applicable pour les activités de sensibilisation. En ce qui concerne les coûts, la majorité des activités de sensibilisation sont gratuites, avec 22% qui étaient payantes. Puis de l'autre côté, on retrouve 59% des formations qui sont payantes. Donc, pour vous donner un peu plus de détails, là, les coûts, quand on demandait ça aux participants, c'était soit par activité ou par personne. Donc, pour vous donner une idée, pour les activités de sensibilisation, le coût moyen par activité était de 315 $ et le coût par personne en moyenne était de 47 $. Tandis que pour les formations, le coût moyen était 705 $ avec une moyenne par participant de 153 $.
Puis, notez bien aussi qu'il n'y a pas tous les organismes non plus qui ont donné cette information-là, donc l'échantillon est un peu plus réduit aussi. Pour ce qui est de la durée de l'activité, les activités sont généralement assez courtes, donc le 3/4 des activités duraient moins de 3 heures. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines activités de sensibilisation qui duraient jusqu'à 9 heures. Donc, on a un écart assez grand pour les activités de sensibilisation au niveau de la durée. Tandis que les formations, l'écart était beaucoup moins grand. Donc voilà. Le nombre de participants, on retrouve que 75% des activités de sensibilisation regroupent 30 participants et moins. Mais parmi les activités de sensibilisation, il y a quand même l'autre quart des activités qui ont une grande capacité d'accueil parce que l'écart a atteint les 900 personnes pour les activités de sensibilisation et une moyenne globale de 84 personnes. Pour les formations, l'écart est beaucoup moins large. Donc, on retrouve entre 5 et 75 personnes par formation et une moyenne de 25 personnes. Donc, ici, on a un peu plus d'informations sur les formations spécifiquement. Donc, premièrement, 46% des formations sont accréditées. 70% remettent une attestation de participation. 38% des formateurs sont considérés comme accrédités. Maintenant, on voulait savoir comment est-ce que les formateurs étaient formés. Donc, c'était quand même intéressant de retrouver que 44% ont une formation maison, 23% une formation externe, 14% une combinaison de formation maison et externe, et 7% qui n'avaient aucune formation. Donc voilà, je vous laisse en tirer vos conclusions. 82% des formateurs étaient rémunérés et 27% des formateurs présentaient des limitations fonctionnelles. Donc, pour ce qui est du contenu, pour les activités de sensibilisation, ce sont en plus grande partie les conférenciers ou les experts eux-mêmes qui vont venir développer le contenu. Tandis que pour les formations, le contenu est développé plus souvent à l'interne, en collaboration avec des experts, des partenaires, des personnes en situation de handicap et des clients. Puis, j'aimerais aussi souligner là, que quand même 31% des formations sont développées seulement à l'interne. Donc, sur quoi est basé le contenu des activités? Donc, pour les activités de sensibilisation, on retrouve en tête l'expérience personnelle suivie d'expertise et de recherche. Puis, c'est quand même intéressant de voir que pour 27 activités de sensibilisation, on ne pouvait pas dire sur quoi était basé le contenu. De l'autre côté, pour les formations, on retrouve en tête l'expertise et la recherche, suivi de documents de référence, ensuite l'expérience personnelle, puis pour 8 activités, on ne pouvait pas obtenir de réponse. On a ensuite demandé aux répondants, est-ce que le contenu est validé? Donc voilà les réponses. Donc pour les formations à droite, on voit que la réponse est assez claire. Les répondants rapportent que oui, le contenu est validé. Par contre, on ne retrouve pas le même effet pour les activités de sensibilisation. Donc, en fait, le plus grand nombre de gens n'ont pas pu dire si le contenu des activités de sensibilisation était validé. Ensuite, pour l'évaluation. Donc, on voulait savoir dans quelle mesure les effets immédiats et l'impact des activités étaient évalués. Nos résultats démontrent qu'en fait, il y a peu d'évaluation. Donc, pour les activités de sensibilisation, c'est simple, on n'évalue pas les effets immédiats.
Toutefois, les formations, on va venir évaluer un peu plus. Donc, 75% des formations évaluent d'une façon ou d'une autre les effets. Puis, on a retrouvé aussi que le 3/4, en fait, des évaluations des formations se font avec un formulaire directement après la formation. Pour l'évaluation de l'impact au plan sociétal, on a trouvé que seulement 7% des activités au total mesuraient l'impact. Donc, certains constats qu'on a. Donc, parmi les activités qu'on a répertoriées, on peut dire que les activités sont assez généralistes. On se rappelle que 40% des activités avaient comme sujet toutes les personnes en situation de handicap. Il y a quand même un large éventail de populations ciblées et d'objectifs variés. 40% des formations sont gratuites et les activités sont assez brèves, donc moins de 3 heures. Il y a une disparité dans les méthodes de développement de contenu. Donc, il n'y avait pas nécessairement de ligne directrice, peut-être. Et il y a un manque important d'évaluation des effets immédiats et de l'impact. Donc, on a aussi demandé aux participants de quoi auriez-vous de besoin pour mesurer les changements sociaux visés par les formations. Puis, les réponses les plus fréquentes étaient on a besoin de recherche structurée, on a besoin de définir des indicateurs et des outils, on a besoin, bien sûr, de ressources financières et humaines et une collaboration entre les parties prenantes. Et de façon générale, on a demandé quels sont vos défis. Puis on a retrouvé que l'actualisation du contenu était un défi. Également, se faire connaître, promouvoir les activités. On a aussi dit qu'il y avait trop de demandes pour le peu de ressources. C'est aussi un défi d'offrir de façon agréable et efficace les formations, de mesurer l'impact et de retenir les experts invités. Et on a aussi demandé, mais quels sont les bons coups, aussi de façon assez large. Puis la majorité des gens ont dit que c'était de savoir qu'on sensibilise les gens ou les futurs professionnels, qu'on ouvre le dialogue sur le tabou. Ils aimaient bien recevoir des commentaires positifs suite aux activités et de voir l'évolution du contenu au fil du temps. Donc, on a présenté tous ces résultats-là au début de la phase 2 au projet. Puis, les membres, en fait, ils ont demandé pour une analyse un peu plus approfondie pour pouvoir identifier des profils. Donc, on a fait faire une analyse par grappe, ou en anglais un cluster analysis, qui en fait nous permet de regrouper des observations, des activités dans notre cas, qui présentent le plus de similitudes. Donc, l'analyse nous a trouvé la présence de 5 grappes pour les activités de sensibilisation. Voici les 5 grappes. Et je tenais aussi à mentionner que vous allez peut-être retrouver des caractéristiques ou des variables que je n'ai pas nécessairement présentées, mais soyez pas trop surprises que je ne pouvais pas tout couvrir aujourd'hui. Donc ici, vous voyez 5 grappes, mais concentrez-vous quand même sur les 4 premières qui vont venir refléter vraiment des petits regroupements. Donc, on retrouve des similitudes entre les activités portant sur toutes les personnes en situation de handicap. Le même est vrai, donc on va retrouver un regroupement d'activités qui se ressemblent, qui vont rejoindre la population générale et ainsi de suite. Ici, je vous présente là, les 8 grappes pour les activités de formation. Donc, très similaire. On retrouve 7 regroupements assez distincts. La première, c'est similaire pour les activités de sensibilisation, mais c'est un regroupement d'activités qui se ressemblent sur toutes les personnes en situation de handicap.
et ainsi de suite. Là, je ne vais pas venir tout présenter nécessairement, car ça fait assez... il y a beaucoup d'informations ici. Puis sinon, je veux souligner qu'il y a quand même une différenciation entre les activités qui sont payantes et non payantes. Et voilà, donc je vous remercie de votre écoute. J'espère que c'était clair et informatif. Là, je suis certaine qu'il y aura des questions parce que j'ai passé quand même rapidement. Donc voilà, j'ouvre la discussion. Quelles sont vos impressions? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous surprennent? Puis Fabienne, si tu veux reprendre le contrôle. C'est bon. Merci beaucoup, Jackie, pour la présentation. C'est beaucoup d'informations. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires déjà dans le chat, mais je pense qu'il y a eu les réponses déjà. En fait, dans les questions qu'on voulait peut-être un peu vous soumettre, mais c'est, au fond, qu'est-ce que ces résultats-là révèlent? Qu'est-ce qui manque? Il y a certaines lacunes qu'on connaît, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent être soulevées. Puis aussi, quelles peuvent être les applications dans vos propres milieux de ces résultats-là. Donc, Méric, tu peux m'aider pour le chat, pour prendre les questions du chat. Moi, je vais regarder un peu s'il y a des gens qui me font signe, qui lèvent la main, là, qui ont l'air de vouloir intervenir. Je vais accorder des droits de parole. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires? Il y a déjà une première question concernant si on avait des informations sur le mode, dans le fond, de présentation des formations, soit présentielles, en ligne, etc. Oui, on en a eu. Je ne sais pas si, Jackie, tu t'en souviens par cœur de quoi que ça avait l'air ou... On avait récupéré cette information-là, oui. Oui, je vais aller voir si je peux la trouver très rapidement. Oui, donc là... Ça a probablement changé aussi avec le contexte par ailleurs. Là, il faut peut-être remettre ça en contexte. Là. Jackie, tu pourras continuer, mais juste rappeler que la cueillette de données s'est fait beaucoup à l'été 2018. On a été jusqu'à octobre 2018. Et donc, on a essayé de contacter le plus de personnes possible. C'est sûr qu'on a eu on a une sous-représentativité, comme je le mentionnais dans le chat, là, du secteur de la santé publique et aussi du secteur privé. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on regarde les résultats. Puis 2018, veut pas, ça fait pas si longtemps, mais avec le printemps qu'on a eu et ce qui se passe actuellement, on a recueilli l'information, mais ça a probablement changé ce qui était offert en ligne ou en présentiel. Oui, donc je peux partager mon écran parce que j'ai l'information qui est juste ici. Ce ne sera pas bien long. OK. Voilà. Donc, ça, ces diapos-là, je les ai retrouvés d'une autre présentation, mais on retrouve à gauche les activités de formation, à droite les activités de sensibilisation. Et on retrouve un peu des caractéristiques. Donc, pour répondre à la question, voilà, 66% des activités de formation étaient en présentiel, 17% ils offraient le choix en présentiel ou en ligne, 8% étaient simplement en ligne et une combinaison. Donc, il y avait quand même une bonne majorité qui était en présentiel. Et pour les activités de sensibilisation, on voit quand même une forte représentation du présentiel. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Méric, je veux pas... Est-ce que tu avais une autre question que tu voulais amener? Oui, j'y vais. Moi, j'en aurais une, en fait, si je peux me permettre. Quand on regardait les prix des formations, au niveau de la sensibilisation, il y en avait, on revenait à 315 $ par activité de sensibilisation, pas de formation, je m'excuse, de sensibilisation. En général, moins de 3 heures. Ça pouvait aller juste parce que moi, j'ai eu le feeling qu'une activité de sensibilisation, c'est plus
participatif que rémunéré. Fait que je me demandais juste le 315, ça faisait référence à quoi? Je peux répondre, Patrick Fougeras. Oui. C'est en général des formations qui sont adressées aux entreprises, enfin des sensibilisations aux entreprises, donc qui couvrent les frais des formateurs et des personnes aussi en situation de handicap qui font part de leur expérience. Donc, il y a une rémunération. OK, fait quand on parle d'activité, dans ce cas-ci, d'activité de sensibilisation, puis c'est juste pour me faire une tête, là, c'est plus qu'on vient présenter des réalités plus que de former les gens, mais dans le fond, les formateurs, les gens qui se présentent, l'activité autant que telle, elle est rémunérée pareil, même si c'est pas de la formation, mais plus des gens qui viennent partager des réalités. Je me trompe-tu? Oui, parce qu'il y a des frais. Non, et puis, il y a aussi, les entreprises sont en mesure de payer. C'est elles qui le demandent. OK. Il y aurait Valérie Bégin qui oui, lève la main. effectivement, juste pour faire du pouce sur la distinction entre une activité de sensibilisation et de formation, j'imagine que pour une activité de formation, il faut qu'il y ait des objectifs pédagogiques, des nouvelles compétences à développer, à transférer dans le travail par la suite, tandis qu'une activité de sensibilisation, c'est plus informatif, style conférence ou style webinaire si l'activité se tient en ligne. C'est une question plus qu'une affirmation, là, à savoir, est-ce que vous distinguez sensibilisation, formation sur la base de c'est quoi l'objectif? C'est-tu de développer, de faire des apprentissages ou de simplement être informé? Plus dans un Oui, non. d'information que de compétences. Oui, c'est ça. Vous avez compris. En fait, l'activité de sensibilisation, c'est vraiment l'objectif est de sensibiliser la population pour mieux comprendre le quotidien. C'est assez large, mais ça reste quand même une activité structurée, tandis qu'une formation, ça va venir vraiment optimiser l'acquisition de connaissances, habiletés, attitudes, donc vraiment d'aider, d'améliorer les compétences, si on veut. Là. Donc, c'est un peu plus niveau pédagogique, comme vous avez dit. OK, merci. Et en général, ça débouche sur une attestation de participation, parce que souvent, les formations doivent être reconnues par le ministère de l'Emploi. Donc, ça prend une attestation, là, donc un résultat d'attestation de compétences. Mm-hmm. Parce que c'est un débat encore dans le domaine de la formation aux adultes en milieu de travail. Là. Il y a un virage qui se fait vraiment entre le format diffusion unilatérale de contenu versus la participation plus des apprenants dans leur apprentissage. Puis il y a un virage de culture qui se fait là, entre quelque chose qui est très passif pour les participants versus quelque chose de plus participatif. Ça, c'est plus, nous, on l'a amené plus dans les stratégies pédagogiques à ce moment-là. C'est des stratégies différentes. Merci. Il y avait une question sur la validation. Donc, c'était une des questions qui était posée là, aux participants. Est-ce que le contenu est validé? C'était quoi la définition de valider? Qu'est-ce qu'on entendait par ça? Jackie, je ne sais pas si tu peux préciser un petit peu. Oui. Donc, c'est drôle parce qu'en fait, on n'a pas défini ça. On a posé la question assez large et on a simplement collecté les réponses des gens. Puis, on a demandé aussi de quelle façon est-ce que vous validez votre contenu. Tu sais, une fois, on a demandé est-ce que vous validez oui ou non. Et ensuite, on a demandé de quelle façon est-ce que vous le validez. Puis, j'ai pas présenté l'information puisque les réponses étaient très variées. Puis, on peut comprendre par les réponses qu'il n'y avait pas nécessairement un standard de validation. Donc, c'était soit en faisant une expérience pilote ou en demandant à des experts, en demandant à des personnes s'ils sont en accord avec le contenu. Donc voilà, on a gardé la question assez vague.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou interventions, commentaires? Pour la validation, en général, il y a une atteinte de consensus et c'est en référence aussi à des données probantes. Je m'excuse, Jackie. La validation, c'était aussi l'organisation qui avait son propre questionnaire qui validait auprès des gens qui avaient suivi la formation. C'est aussi ça que ça incluait, la validation. Bien, pour le questionnaire, c'était plutôt l'évaluation. Donc, il y a évaluation. Donc, les formations ou les activités de façon générale qui allaient utiliser un questionnaire par la suite, donc pour en tirer les conclusions, les retombées, on a catégorisé ça vraiment dans évaluation des effets immédiats. Par contre, pour ce qui est de la validation du contenu, c'est quand même distinct. Donc, ici, je peux aussi vous partager l'écran. J'ai ça d'un autre diaporama. Mais je vais vous le lire quand même. Là. Juste les activités de formation, quand on a demandé de quelle façon validez-vous le contenu, 22% ont dit on valide le contenu à l'interne avec une discussion en équipe. 16% ont répondu avec une formation pilote. 11% ils valident ça auprès de la direction. 11% valident ça par des recherches scientifiques. Et ça continue. Donc, on a vraiment retrouvé pas mal de réponses assez différentes. Et pour les activités de sensibilisation, 26% valident leur contenu en consultant des experts ou des professionnels dans le domaine. 21% valident le contenu à l'interne, donc des discussions d'équipe. 16% valident le contenu auprès de la direction. Et encore, il y a des plus petits pourcentages là, avec des réponses assez variées. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Il y a Mme Chanou qui voulait prendre la parole aussi pour poser une question. On y arrive. Bonjour tout le monde. J'avais deux questions en fait, à la fois sur les sujets et sur la durée. Sur les sujets, j'étais étonnée que le seul sujet, que ce soit des sensibilisations ou des formations, soit sur les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire je pense à des sujets comme l'accommodement raisonnable. Moi, je suis dans le domaine de l'emploi, il faut que vous le sachiez, ou bien les biais inconscients, en tout cas, toutes sortes de sujets qui ont rapport avec la sensibilisation ou la formation en lien avec les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est une question. La deuxième, je voyais à travers vos résultats que la durée moyenne des activités de sensibilisation et de formation sont relativement similaires. Et je suis quand même étonnée parce que dans ma tête, une formation doit, pour obtenir les résultats qu'on en attend, en général, durer plus longtemps qu'une activité de sensibilisation. Alors, c'est un peu les deux questions que je voulais vous partager. Oui, donc si je vais juste rebondir sur ça très rapidement. Donc, juste pour réitérer la durée des activités, donc on voit quand même en moyenne que les formations font 3,6 heures, tandis que les activités de sensibilisation font 2,4 heures en moyenne. Okay? Mais la moyenne, ce n'est pas nécessairement représentatif. Il faut regarder aussi l'écart et tout ça. Donc, je peux partager en texte là, pour que ce soit plus clair, parce que dire des chiffres comme ça, c'est un peu mêlant des fois. Là. Mais effectivement, on voit que les formations durent un petit peu plus longtemps que les sensibilisations, mais il faut se rendre compte que les sensibilisations, voilà, ils ont, excusez-moi, je me reprends, les deux types d'activités ont plus ou moins le même écart, maintenant que je regarde les données. Donc, ils vont entre... je pense, les activités de sensibilisation, il y en a qui sont 0,03 heures. Donc, bon, je vous laisse calculer ça, mais presque pas longtemps, à 8 heures. Donc, le maximum sera 8 heures. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines formations qui se font en plusieurs séances.
Donc, on avait retrouvé, là, je ne me rappelle pas comme ça, mais je pense 11 formations, quelque chose comme ça, qui sont je cherche le mot, qui sont en continuum. Donc, on va offrir les formations à plusieurs séances. Pour le sujet, Jackie, c'est sûr que les sujets étaient très variés, mais la majeure était très générale, là. C'était ça un peu qui est ressorti, non? Oui, exactement. Donc, je vais vous montrer encore. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Attendez. Oh, on ne le voit plus. Oui, j'arrive. Je sais que j'ai passé quand même assez rapidement à travers les informations, donc on va pouvoir juste... Hop, sujet des activités. OK. Donc, effectivement, 40% des activités globales se concentrent sur toutes les personnes en situation de handicap. Donc, ça va être soit une formation ou une sensibilisation qui va être générale, qui va essayer, je ne sais pas exactement, mais qui va essayer de toucher un peu sur toutes les situations de handicap. Excusez-moi, j'imagine que c'est pas parce que la formation traite de tous les types de handicap que le sujet principal de la formation est le handicap. Par exemple, dans nos formations à nous, on a une formation sur l'accessibilité universelle. Ça couvre tous les aspects, toutes les contraintes qui sont liées à l'environnement et au handicap, mais on ne parle pas que des personnes handicapées. Donc, c'est peut-être la nuance est là-dedans, là, dans la question que posait madame, dont j'oublie le nom, désolée. Oui, merci Elsa. Effectivement, là, ça c'est vraiment sur le sujet, là, donc sur la population, si on veut, qui a été abordée. Ça, si je peux me permettre, si on parle d'accessibilité universelle hein, dans l'approche sociale, ça fait partie de ce qui cause la situation de handicap ou non. Donc, ça veut dire que là, on va parler d'accessibilité universelle et ça touche toutes les personnes en situation de handicap. Mais le sujet en tant que tel, ça peut être effectivement l'accessibilité universelle. Ou alors d'autres qui touchent plus la mobilité, par exemple, au niveau de l'urbanisme, des choses comme ça. Mon impression, si je peux me permettre, on dirait qu'il y a aussi le fait que les formations, ils sont majoritairement ponctuelles. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en avait une petite proportion qui était un peu sur un continuum, comme Jackie l'a relevé. Probablement, c'est ce qui explique aussi que ça reste peut-être plus général que ce que l'on voudrait peut-être. Puis en même temps, c'est un portrait là, qui a été fait, qui est incomplet. Fait qu'il faut se rappeler ça aussi, mais c'est quand même un des premiers portraits qu'on a, qui donne une idée un peu plus générale, mais il faut quand même interpréter les résultats avec des nuances en se rappelant que ça reste incomplet, en ayant servi de base, en se disant comment est-ce qu'on peut améliorer pour la suite, finalement. Si je peux me permettre pour... Merci, Jackie. Oui. Oui, pardon. Pour continuer aussi sur la même question de qu'est-ce qui peut être contenu dans une formation sur une limitation en particulier ou sur un handicap en particulier. Moi, je suis au Conseil québécois des entreprises adaptées. Je suis coordonnatrice de la mutuelle, conseillère à la formation. Quand on offre des formations, par exemple, à des nouveaux superviseurs en entreprise adaptée, qu'on les forme sur le TSA, par exemple, bien, on va voir différents éléments du TSA. Oui, on va voir le diagnostic en tant que tel, de quelle façon il se décline, mais on va voir aussi les clés d'intervention, on va voir les impacts en milieu de travail, les facteurs de succès de l'intégration, etc. Mais notre activité va s'appeler superviser les personnes avec un TSA.
Effectivement, je pense que ça vient juste illustrer qu'on a quand même un survol de ce qui se fait, là. On a posé beaucoup de questions, mais malgré ça, on n'a quand même pas le portrait complet de ce qui peut se faire, puis qui évolue aussi dans le temps. Et c'était une première phase, là. C'était une phase vraiment plus aussi pour avoir, peut-être pour éviter, ça c'est moi qui pense ça, là, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais probablement qu'on a fait cette phase-là aussi pour éviter que quand on était pour se rencontrer puis travailler ensemble, sauter l'étape de dire ce que tout le monde fait individuellement. En ayant déjà un portrait, en ayant répertorié un peu ce que tout le monde fait, là, on partait sur où sont les écarts, où sont les lacunes, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis un des plus grands constats qui est ressorti dans ce qu'on voulait améliorer comme petit groupe de travail, puis c'est un peu ce qu'on veut vous demander aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'on veut améliorer? Est-ce que c'est des enjeux qui vous préoccupent? Est-ce que on doit continuer à travailler ensemble pour aller de l'avant vers ça? Un des grands enjeux était l'évaluation, qui est clairement, nettement sous-optimale, entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Donc, on documente les effets après, peut-être plus en termes de satisfaction dans certains cas, peut-être est-ce qu'on a appris quelque chose, qu'est-ce qu'on a appris, mais en termes d'implantation dans le temps, comment c'est mis en pratique, qu'est-ce que ça change au niveau de la société, on n'a pas vraiment de données par rapport à ça. Puis, comme petit groupe, ça nous semblait préoccupant, ça nous semblait quelque chose sur lequel on voulait aller de l'avant, se développer des outils communs, des façons de mesurer, des indicateurs. Puis c'est un peu l'idée de dire, il faut qu'on regroupe encore plus de monde puis qu'on continue à travailler ensemble. Là. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui, Sylvain. Valérie, je n'étais pas claire si vous vouliez un autre tour d'intervention, mais on va laisser la parole à Sylvain. Merci. J'aimerais que vous puissiez m'apporter la nuance. Quand vous parlez de formation, est-ce que vous êtes intéressé à savoir à qui s'adresse cette formation-là? Est-ce que, par exemple, là, je pose des questions, mais je réfléchis en même temps. J'imagine qu'on peut développer une formation pour un intervenant qui va donner du répit à un enfant ou dans une famille, par exemple, prise avec un enfant TSA, versus peut-être informer un parent qui vient d'avoir un diagnostic avec son enfant. On peut voir deux différents types de formations. Donc, est-ce qu'on englobe tout ça? Est-ce qu'il y a eu des nuances vis-à-vis un peu le public cible de ces formations-là? Merci. On visait l'environnement social. Tu voulais-tu que j'y aille, Fabienne? Mais, en fait, vous pouvez compléter, mais on ciblait l'environnement social au sens large, donc vraiment plus la communauté, donc les gens qui travaillent dans le public, donc auprès de personnes qui ont une limitation fonctionnelle, pas nécessairement les proches aidants, entre guillemets, de façon spécifique. On n'a pas vraiment fait de recherche spécifique pour ça. Là, quand vous en parlez, ça me fait penser que peut-être qu'on ne l'a pas fait, mais je me dis, est-ce que ça relève plus du système de santé d'offrir ce genre d'éducation-là? Mais ça, je ne sais pas, c'est une bonne question. Peut-être qu'on a recueilli des informations sur des formations qui étaient pour ces personnes-là aussi, mais je ne suis pas certaine qu'on les ait identifiées clairement. Jackie, Patrick? En fait, on n'a pas recueilli les formations ou les sensibilisations qui s'adressent à des individus, mais plutôt, par exemple, si on prend un groupe de parents, donc une activité structurée de sensibilisation auprès d'un groupe de parents d'enfants avec TSA, à ce moment-là, c'est inclus dans la sensibilisation. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interventions, impressions?
Ben, c'est pour faire Oui, pardon, oui, pour allez-y. réagir à ce que je crois que c'est Annie qui mentionnait ça un petit peu plus tôt, que vous aviez tiré comme conclusion que c'est au niveau de l'évaluation clairement qu'il y avait une lacune. Ben, je peux vous confirmer. Bon, là, je suis dans le domaine depuis un petit peu plus d'un an seulement. J'arrive du privé, puis je vous confirme que toute formation confondue, sur tout sujet confondu, l'évaluation est toujours l'étape qui est escamoté, c'est toujours les débats. Oui, mais OK, on évalue la satisfaction suite à une formation, mais est-ce qu'on évalue vraiment les impacts, autant financiers que le transfert ensuite de la nouvelle compétence, etc. C'est toujours la difficulté puis l'étape qui est négligée. Là. Fait que ça ne m'étonne pas que vous ayez tiré ce constat-là ici aussi. Il y aurait Madame Catafort, je crois, qui aimerait intervenir. Allez-y. Oui, bonjour à tous. J'ai mon questionnement. Ben là, tout d'abord, il faut que vous sachiez, moi, j'ai une déficience visuelle, fait que j'ai pas pu avoir accès à tous les écrans qui ont été partagés. Toutefois, mon questionnement est le suivant. Est-ce que vous avez fait un répertoire d'organismes en lien avec les déficiences? Par exemple, est-ce que vous avez répertorié le nombre d'organismes qui ont répondu à vos questionnaires et évaluations en termes de déficience, tant pour la déficience visuelle, auditive, etc.? Puis, ben, je ne peux pas passer sous commentaire là, que l'Institut Nazareth et Louis Braille, on n'a pas été consulté, puis on offre pourtant beaucoup de formation et de sensibilisation. Donc, voilà. Merci. Merci. Et oui, vous faites bien de le mentionner parce que je pense que ça vaut la peine de le répéter. C'est que ça fait partie d'un projet de recherche. Puis dans un projet de recherche, comme dans la vie en général, il y a des limites. Et ça en est une qu'il faut bien identifier. C'est que c'est pas complet. Ça donne un portrait, un aperçu. On peut même dire exploratoire parce que ça a été fait pendant l'été. Je sais Jackie a fait beaucoup de relances et qu'on était pris aussi avec la période des vacances. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas réussi à rejoindre tout le monde qui offre la formation. On trouvait quand même que d'aller chercher un peu les tendances, un portrait de ceux de qui on a allé, même si on n'a pas l'échantillon complet, ça donne quand même des pistes de réflexion pour pouvoir continuer à travailler. Parce que l'idée derrière ça était pas tant d'avoir un répertoire de ce qui se fait, mais c'était d'identifier qu'est-ce qui se fait de bien, qu'on peut continuer, miser, utiliser comme un levier, mettre ensemble, travailler en collaboration et qu'est-ce qui est là où on pourrait peut-être s'améliorer au Québec. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'il y a des clientèles qui sont sous-représentées, des enjeux qui sont sous-représentés? Bien, c'est un petit peu ça mon questionnement, dans le sens que s'il y a il n'y a pas beaucoup d'organismes qui représentent telle ou telle clientèle, je pense que ça, c'est un indicateur. Oui, puis ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas recueilli l'information auprès de tous ces organismes-là que c'est pas une bonne. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on le sait qu'il nous en manque. Donc, pour la suite, on veut encore aller plus large et pas se restreindre à ceux qu'on a déjà contactés. C'est pour ça qu'on va plus large dans l'appel à tous d'une certaine façon pour la table de cet après-midi qu'on veut lancer. C'est bon. Merci. Et en plus, ça a changé. On n'a pas le choix de vivre avec le fait que ça a changé, mais je pense que, comme tu nous le mentionnais en une réunion plus intime la semaine dernière, Patrick, c'est encore plus important de se réunir et de travailler ensemble pour avoir plus de poids puis pas passer inaperçu. Parce que reste que le handicap, c'est la plus grande minorité. Puis avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, on se le demande des fois comment ça se fait qu'on n'est pas là où on devrait être comme groupe, sous-groupe de la population. Fait que d'une certaine façon, on a encore plus intérêt à se réunir, à travailler ensemble.
vers un but, une vision commune. Fait que l'idée d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la rencontre. Là. Je ne sais plus, on est où dans le temps, Fabienne? Tu me laisses parler. Si tu me laisses parler, je vais continuer, tu le sais. Mais l'idée, c'est ça, c'est de voir... l'idée, ça va être de voir, OK, là, on avait une petite idée d'un portrait. Ensuite, après le portrait, qu'on sait qui est incomplet, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour nous dire attention, là, il y a ça aussi qui se fait bien, il y a ça aussi qui se fait bien, il faut aller voir eux, il faut appeler ceux-là, il faut que eux, tel autre groupe aussi se joignent à nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On veut passer à l'action d'une certaine façon. Là, je vais arrêter de parler, Fabienne. C'est un beau lien pour la deuxième partie de l'activité, mais avant, je vous propose de prendre une courte pause. Puis, bon, j'avais indiqué 14h20. Si on se donne 10 minutes, je dirais, on pourrait revenir là, juste après 14h20-25 pour reprendre ensuite là, pour la deuxième partie. Donc, merci beaucoup à Annie et à Jackie pour les présentations. Merci pour vos questions. Puis, on se retrouve dans 10 minutes pour la suite.
Fabienne? Oui. Allô? J'ai dû m'absenter parce que j'avais un appel que j'attendais, là. On revient à quelle heure? On revient dans 2-3 minutes. Là, je vais indiquer là, jusqu'à 23. OK, c'est bon parce que c'est ça, je me disais, j'avais... On n'a pas on est repris, 22. là. Oui. Bon, Ça non, sera ça, pas je bien long. ne savais pas si c'était juste de partir ou quoi, là, parce que ça, j'avais... De tout j'avais avantage de rester là, Hélène. Bouge pas. Ouais, c'est ça. Reste là. Hey, mon pip, t'arrives. Fait que... On va reprendre dans 2 minutes. Là, je vais juste laisser le temps aux gens de revenir. Mais ça ne sera pas bien long. OK, bon, ben, j'ai le temps d'aller me chercher un verre d'eau. Parfait. Donc, j'attends qu'Hélène revienne, puis on va pouvoir reprendre. Ouais, je vous entends. Tu peux peut-être enlever le son de ton micro là, pour éviter les retours. Oui. Puis on va reprendre. Ça. Enlève ça. Hey, Saint-Onge, maintenant ta petite caméra qu'on te voit. Donc, si vous voulez bien, on va reprendre avec la suite de notre activité. Marc Saint-Onge va parler justement, donc il est aussi bien d'être réveillé. Donc, dans cette deuxième partie, on veut vous parler de la planification stratégique en formation et sensibilisation qui a été réalisée dans le cadre du projet. Donc, il s'agit en fait de la phase 2 du projet de recherche qu'on vous a présenté. Donc, Fabienne Boursicot, c'est moi, je n'ai pas changé de nom. Donc, je vais vous présenter un peu la démarche qui a été adoptée dans ce projet de recherche-là. Puis, Marc va accompagner mes propos aussi, surtout pour donner un peu de chair, un peu de concret à tout ça, parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air très, très abstrait comme démarche. Donc, c'est un peu le rôle de Marc d'essayer de concrétiser un peu le tout. Donc, la planification stratégique, c'était quoi exactement? C'est en fait une démarche de réflexion concertée qui a été menée par l'équipe de recherche et par le groupe de travail qui a été constitué aussi, donc de façon un peu plus élargie. Annie nous en a parlé tantôt. Donc, cet exercice-là de réflexion concertée visait à définir 3 choses. D'abord, premièrement, quels sont les changements ultimes visés? Qu'est-ce qu'on veut changer par nos actions dans la société? Deuxièmement, quels sont nos objectifs communs comme organisation? Quels sont les résultats qu'on veut atteindre en matière de formation, de sensibilisation? Puis troisièmement, comment on peut y parvenir? Donc, par quels moyens? Donc, on en est venu à définir un plan d'action pour établir plus précisément par quels moyens et aussi quelles sont les conditions de succès nécessaires pour atteindre nos objectifs, atteindre les résultats visés. Donc, cette phase 2 du projet, cette démarche-là de réflexion concertée, s'est déroulée pendant 1 an, donc de novembre 2018 à novembre 2019. Puis, a pris, comme Annie l'expliquait, comme point de départ, les résultats du scan environnemental, du portrait, même s'il est partiel, de ce portrait-là qui nous a servi de point de départ.
Donc, un mot sur qui a mené cette réflexion-là concertée. Donc, c'est l'équipe de recherche du projet au départ, qui a été appuyée par un groupe de travail. Annie a mentionné là, les noms tout à l'heure. Je prends le temps quand même de vous redire les noms des organisations qui ont été sollicitées. En fait, juste pour vous dire, au moment où on a fait le portrait, là, le scan environnemental, toutes les personnes consultées étaient invitées à faire partie du groupe de travail si elles le souhaitaient. Donc, ont répondu à l'appel Altergo, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, KEROUL, le Réseau international sur le processus de production du handicap, l'Étape, qui est un service d'aide à l'emploi à Laval et à Montréal, le Réseau des municipalités accessibles, l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde, le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, et la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, il y a eu une série de rencontres en personne. Il y a eu aussi 3 ateliers de travail sur Zoom. On était bien à mode avant le temps, sans le savoir. En 2018, on faisait des ateliers sur Zoom. Et donc, plusieurs séances comme ça de travail, de réflexion collective. Donc, je vous présente maintenant un peu le résultat de cette démarche-là. Donc, quels changements ultimes sont visés par nos actions? On l'a défini comme suit. Donc, une participation sociale optimale, une élimination des préjugés, de la discrimination, une atteinte d'une société inclusive et un exercice effectif des droits humains. Donc, c'était essentiel dans cette démarche-là de réitérer ces choses-là qu'on sait. On sait que c'est ça qu'on veut, mais il fallait s'entendre sur les termes. Ensuite, on a aussi défini un impact ultime, c'est-à-dire un objectif commun, plus précisément pour nos organisations dans le cadre du projet. Donc, par nos actions, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? C'est une offre d'activités de formation et de sensibilisation qui soit efficace, qui soit cohérente, puis qui adopte aussi une approche qui est basée sur les évidences. C'est une offre d'activités aussi qui cible tous les acteurs de la société civile et qui porte sur les personnes ayant tout type de différences fonctionnelles pour un Québec inclusif. On a aussi beaucoup travaillé sur le comment, c'est-à-dire sur les moyens qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif commun-là. Donc, le plan d'action se décline en 4 objectifs stratégiques. Puis, pour chacun de ces objectifs-là, il y a des résultats visés aussi qui ont été définis. Puis, il y a des moyens qui ont été définis. Puis, bon, j'y arrive, là, mais la table de concertation apparaissait comme un des moyens essentiels pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, les 4 objectifs, le premier peut apparaître assez évident, mais c'est de mettre en place les conditions qui assurent la pérennité du projet. C'est essentiel parce qu'on part d'un projet de recherche, mais on veut en arriver à quelque chose de plus pérenne, qui s'apparente plus à un réseau, à une communauté de pratiques d'échange. Donc, il faut réfléchir, il faut mettre en place les conditions pour assurer la pérennité du projet. Renforcer la mobilisation, l'ouverture, l'intérêt des partenaires stratégiques clés aussi. Ça, c'est le 2e objectif. Le 3e, puis celui-là découle directement des résultats du scan environnemental qui a été mené dans la première phase du projet, c'est d'assurer la création d'outils communs en évaluation des effets et des impacts des activités de formation et de sensibilisation. Et le 4e objectif, c'est assurer un recensement, une diffusion, une valorisation des meilleures pratiques en formation et sensibilisation au Québec, au Canada,
mais à l'échelle internationale aussi. Donc, dans ce plan d'action-là, on a aussi défini des résultats visés. Le premier ensemble de résultats concerne la création et le développement d'une méthodologie de mesure d'impact partagée de l'offre en formation et sensibilisation. Donc, il y a plusieurs implications qui vont avec ça. Ça implique premièrement une adhésion à une vision commune, à un langage commun. Ça implique une meilleure compréhension des obstacles, des conditions de succès des activités de formation et de sensibilisation. Ça veut dire aussi une capacité accrue à identifier les besoins en matière de recherche, en matière d'intervention. Et, comme on le dit, surtout une capacité à évaluer les effets, donc les effets à court, moyen terme, puis les impacts, qui sont plus des impacts à l'échelle de la société des interventions. Dans cet ensemble de résultats-là, on vise aussi la création d'outils, donc des outils conviviaux, accessibles pour tous les acteurs. Il y a un deuxième ensemble de résultats visés qui touche plutôt les compétences et les savoirs essentiels. Donc, c'est au cœur d'une démarche là, en formation et en sensibilisation. Donc, on parle ici d'une volonté d'arriver à identifier ensemble des compétences visées, puis des savoirs essentiels, donc qui proviennent des évidences scientifiques, mais aussi des savoirs tacites des gens, et qui prennent en considération les préférences personnelles des personnes ayant des différences fonctionnelles. Donc, encore là, ça implique une adhésion à une vision commune, une vision qui doit être évolutive aussi, des compétences et des savoirs essentiels. Ça implique une compréhension de la situation, des besoins des personnes. Ça implique aussi l'intégration d'une approche qui serait fondée sur les données, les évidences. Donc, Marc, c'est à ce moment-ci que j'aimerais ça que tu m'interrompes puis que tu nous livres un peu de ton point de vue, donc de directeur d'une association qui œuvre dans le domaine formation et sensibilisation. Ça veut dire quoi tout ça? Puis surtout, comment ça se traduit au quotidien? Puis ça vient répondre finalement à quel genre de besoins sur le terrain? Merci, Fabienne, de me permettre de t'interrompre. Ça me fait plaisir. En fait, on s'en va vers une discussion, tout le monde ensemble, tout de suite après. Et pour pouvoir faire la transition entre le projet de recherche et où on s'en va et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour tenter de rendre le plus concret possible. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est celui qu'on vit à la QLPH. Depuis une dizaine d'années, on forme environ 1200 accompagnateurs par année. Essentiellement, ces accompagnateurs-là sont destinés à travailler dans les camps de jour l'été pour accompagner des enfants qui sont handicapés ou ayant des limitations fonctionnelles, là, dépendamment comment on veut définir. Maintenant, pour nous, si on forme, on a développé cette formation-là avec du gros bon sens, avec un engagement absolu à l'égard de nos clientèles, la compréhension qu'on en a. On a validé des contenus avec le temps, avec les personnes elles-mêmes en leur passant une évaluation, avec les accompagnateurs. On a évolué au travers de ça, mais en sachant très bien que constamment, les interventions évoluent aussi. Et ce n'est pas toujours évident pour nous qui sommes très terrain, de suivre toute l'évolution. Donc, j'ai un besoin qui est là, de pouvoir partager avec une table, avec un réseau, quelles sont les meilleures pratiques. On a formé au mois d'août, je m'excuse, au mois de mars, le 13 mars, notre vie a changé. On est masqué maintenant et on formait 1200 personnes en présence. Vous avez compris qu'on a dû former des gens à distance. Et au mois d'avril, on a dû se retourner très rapidement pour pouvoir monter une formation. Et encore là, on a travaillé très fort. On a réussi à former 900 personnes. On a une bonne formation, on a travaillé très fort, mais on a dû chercher énormément, avoir une plateforme suffisamment robuste
pour résister à un assaut d'une centaine de personnes en même temps. On a dû chercher quelles sont les pratiques d'enseignement à distance les plus pertinentes, qui rejoignent le plus notre clientèle. On a dû avoir une table, avoir un réseau qui nous permettrait d'échanger, parce qu'on n'est pas les seuls, j'en suis convaincu. Avoir un réseau nous permettrait beaucoup d'aller plus vite et d'être plus ciblés. On a formé ces 900 personnes-là avec une formation à distance. On a fait une première évaluation et on a, sur les 900, on a plus d'une centaine qui ont répondu. On a déjà un certain profil. Il faut bonifier cette formation-là. Il faut l'améliorer. Mais on ne sait pas si réellement l'AQLPH et son réseau, je dis l'AQLPH, mais je m'excuse, je n'ai pas nommé les instances régionales de loisirs personnes handicapées qui sont en grandeur du Québec. Donc, on a toujours cette préoccupation de est-ce qu'on a vraiment atteint la cible? C'est-à-dire que est-ce qu'on a réellement, par la formation qu'on a donnée à un accompagnateur, est-ce qu'il a réussi à intégrer, à soutenir l'inclusion la plus réussie possible des enfants handicapés dans les camps de jour, en l'occurrence de l'exemple que je vous donne, on s'interroge sur ça. On s'interroge aussi, et je répète encore, avec les instances régionales, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais on s'interroge aussi sur les représentations qu'on peut faire, sur les mécanismes de diffusion. On s'intéresse beaucoup à poursuivre sur cette lancée d'amélioration continue pour qu'on puisse atteindre le premier objectif que Fabienne nous a présenté, c'est-à-dire une participation sociale pleine et entière. Pas juste être assis sur le bout d'un banc pendant toute la période du camp de jour avec un accompagnateur, mais réellement partager des activités, être à part entière et non être entièrement à part. Donc, on s'interroge sur tous ces éléments-là. Comment on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut en venir à se donner des moyens, à échanger? On travaille tous pour la personne. Et en travaillant pour la personne, à mon sens, on a tous avantage à se auto-renforcer les uns les autres, à se donner des trucs. On a développé une plateforme de formation à distance qu'on est bien prêt à partager. On l'a développée avec l'Université de Montréal. Marc Lanova, on est bien prêt à partager, on est prêt à recevoir aussi de l'information, mais si par le biais d'une table, ça deviendrait, à mon sens, drôlement intéressant. Fabienne, tu peux m'interrompre parce que tu sais que je pourrais continuer. C'est bon, on a le temps. Mais oui. Peut-être, Marc, tu peux dire un mot. Je vais revenir aux 4 éléments là, du plan d'action. Puis on avait eu une belle discussion sur le point 4, là, qui est la question justement les meilleures pratiques, le recensement, la diffusion, la valorisation des meilleures pratiques. Mais tu posais la question, bien, c'est quoi une pratique inspirante? Une meilleure pratique, lesquelles, comment on s'entend finalement sur c'est quoi une meilleure pratique. Donc, nous, on voit comme la table de concertation comme un moyen d'atteindre un objectif comme celui-là, mais j'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus. En fait, on veut faire la promotion de meilleures pratiques, mais les meilleures pratiques, tant qu'on ne les définit pas, tant qu'on ne se donne on fait une recension, tout ça, mais tant qu'on ne partage pas ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique? Ça devient intéressant, mais on s'y perd un peu en termes de qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Qu'est-ce que c'est que le profil exact des compétences qui sont recherchées dans les formations qu'on donne ou la sensibilisation? Et c'est là que la meilleure pratique va venir intéressante à discuter, à mon sens, pour qu'on soit capable de déterminer des cibles bien particulières. C'est sûr qu'on pourrait continuer, mais il pourrait y avoir un sujet de discussion strictement sur ça. C'est quoi une bonne pratique? Par exemple, pour moi, il faut qu'elle puisse s'appliquer tant en milieu urbain fortement densifié qu'en région rurale. L'AQLPH couvre l'ensemble du Québec par ses instances régionales. Ça devrait s'appliquer autant à un enfant qu'à un adulte. Il devrait y avoir des possibilités de couvrir de multiples domaines de vie, autant le travail que le loisir, autant une personne qui a une déficience intellectuelle que autiste, qui a une déficience visuelle. Nos pratiques inspirantes doivent, à mon sens, être qualifiées. Est-ce que certains d'entre nous, lorsqu'on participait aux rencontres, on parlait d'avoir une certaine forme d'accréditation des formations avec un sceau
qui pourrait être donné. C'est une hypothèse qui a été lancée parmi tant d'autres. Est-ce que les pratiques inspirantes, le fait d'y réfléchir, nous amènerait à ça? C'est toutes des ouvertures qui sont là, qui méritent d'être réfléchies. Merci, Marc. Donc, je poursuis juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, à la suite, finalement, de cette phase 2 là, de planification stratégique, donc d'efforts de réflexion concertée, il y a un comité de coordination qui a été mis sur pied qui visait finalement à faire le suivi, faire le lien, à aller vers la suite. Donc, Marc fait partie de ce comité-là, mais il y a aussi Patrick Fougerolas de l'Université Laval, Selma Quidri de l'INE-PSH, Elsa Lavigne d'Altergo, François Leroux qui est aussi de la QLPH avec Marc, Ginette Parizeau, Annie Rochette, Éric Sauvé et Jean-Pierre Robin là, du Réseau international sur le processus de production du handicap. Donc, ces gens-là faisaient partie de l'équipe de recherche et du groupe de travail. Donc, on contribuait à cette réflexion-là et étaient disposés à fournir du temps, des ressources pour qu'il y ait une continuité entre le projet de recherche et la suite. Puis, la suite, c'est notamment l'idée d'une table de concertation parce que clairement, il y avait la nécessité de constituer un réseau, la nécessité de poursuivre cette réflexion-là de manière plus élargie apparaissait comme nécessaire. Donc, on a défini des mandats de cette table de concertation-là, mandat au pluriel et mandat en chantier, parce que c'est quelque chose qui est en construction. Puis, c'était l'objectif de l'événement d'aujourd'hui, donc de lancer cette idée-là, puis qu'elle soit portée par un ensemble, finalement, d'acteurs importants dans le domaine de la formation et de la sensibilisation. Donc, comme premier mandat, bien, on a de mettre en place les conditions qui assurent la pérennité du projet. C'est fondamental, c'est essentiel. Donc, il s'agit donc à la fois de clarifier la gouvernance de la table, maintenir la mobilisation aussi à moyen terme, d'assurer un plus grand rayonnement, le plus grand rayonnement possible. Définir une stratégie de financement pérenne du réseau. Ça fait partie aussi là, des mandats qui ont été jugés prioritaires là, par le comité de coordination. Renforcer la mobilisation, je l'ai un peu dit, l'ouverture, l'intérêt des partenaires stratégiques clés face aux projets et aux résultats visés qui ont été définis dans le plan d'action. Et enfin, c'est ça, déterminer ce qu'il faut pour opérationnaliser le plan d'action, donc le résultat de la planification stratégique, et mettre la table à l'évaluation parce que ça a été clairement identifié comme un enjeu fondamental, prioritaire. Donc, de voir comment on peut faire en mobilisant la recherche aussi pour mieux évaluer les effets et les impacts des activités de formation et de sensibilisation. Marc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Ou quelqu'un d'autre aussi? Là, j'ouvre la parole aussi aux autres membres du comité. Là, discussions. Donc, on en est là. Justement aux discussions. Donc, on a parlé beaucoup, mais on souhaite aussi là, avoir des échanges sur cette idée-là là, de table de concertation. Donc, comme on est nombreux, on propose de se diviser en sous-groupes de manière tout à fait aléatoire. Vous n'avez rien à faire. Ça va se produire dans un instant. Donc, c'est Méric qui va s'occuper là, de créer des sous-groupes. Puis, on a désigné des personnes là, parmi nous qui vont servir un peu d'animateurs des discussions. Donc, il y a moi qui va animer un sous-groupe, Marc aussi, Annie, Patrick, François Leroux et Méric Sauvé vont en avoir chacun un. Donc, ils vont être juste responsables là, de s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer et d'animer un petit peu la discussion.
Donc, ce qu'on cherche finalement à savoir ou ce qu'on aimerait recueillir, c'est vos impressions sur le plan d'action qui découle là, de la démarche de planification stratégique qui a été menée dans le cadre du projet de recherche. Et quelle est, selon vous, la pertinence d'une table de concertation sur la formation et la sensibilisation? On cherche aussi, puis ça c'est important, à savoir quel est votre intérêt, votre volonté d'engagement. Est-ce qu'on les motivations, mais les réticences aussi par rapport à la table. Puis, dans quelle mesure vous êtes prêts à y participer? On peut participer de différentes manières. Est-ce qu'il s'agit de rester informé, d'y siéger, de fournir des ressources, d'apporter du soutien? Donc, quelle est votre volonté d'engagement par rapport à la table? Puis, à la fin de la discussion, on aimerait que chaque groupe en arrive à définir une idée phare, une idée là, à retenir qui mérite d'être partagée en grand groupe. Donc, quand on va revenir après en grand groupe, chaque animateur de sous-groupe là, pourra nous faire part d'une idée là, qu'on souhaite partager là, avec le grand groupe. Donc, maintenant, si Méric, tu es prêt là, pour créer les sous-groupes, on pourrait le faire. Il faut juste nous laisser un petit temps. Il va y avoir un petit moment là, où on va créer les sous-groupes, on va se retrouver en sous-groupe, puis après, Méric va devoir nous assigner là, chacun les animateurs là, en sous-groupe. Donc, ça va prendre juste un petit moment là, avant que les sous-groupes soient... En fait, il y a juste un sous-groupe qui n'aura pas l'animateur tout de suite. Ça va être le mien parce que ça va être le temps que je me rende. Les autres animateurs sont déjà inclus dans les groupes. Parfait. À titre informatif, j'ai mis les sous-groupes pour une durée de 45 minutes. Après 45 minutes, vous allez avoir un décompte de 2 minutes pour clore la discussion et après ça, le groupe va se fermer automatiquement. Très bien. Donc, aussi, un petit message pour tous les animateurs. Vous devez partir l'enregistrement individuellement aussi dans chacun des sous-groupes pour qu'on ait des preuves de ces groupes-là. Donc, voilà, je crée les groupes et ça part automatiquement. Parfait, on se retrouve retrouve tout à l'heure. Merci. Rebonjour. Rebonjour. On s'est fait couper en plein milieu d'une belle conversation. Ah, mais c'est ça qui est arrivé à tout le monde. Ben oui, on était tous dedans. Là. Nous aussi, c'est en milieu d'une phrase. Hein? Ah, mais vous n'avez pas regardé votre décompte. Non, mais on avait le secret là, de tout. Là, il s'en venait. Là. Mais Simon, pour finir la phrase que je te disais, c'est que dans ce que tu disais, l'histoire du logement que tu cherches, là, moi, ce que ça m'a fait prendre conscience, ce que tu disais, c'est qu'en réalité, puis cette réflexion-là, c'est qu'on a vécu le confinement, mais il y a des gens en situation de handicap qui vivent le confinement depuis des années parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que dans leur appart. Pas depuis des années, depuis toute leur vie. Bon. Oui. Bien contente de savoir qu'il y a eu des belles discussions dans les sous-groupes. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit retour. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde dans le processus. C'est de faire un retour rapide sur les sous-groupes sans nécessairement refaire 6 discussions. Mais je demanderais aux personnes qui avaient le rôle d'animateur à tour de rôle de nous dire peut-être une idée qui est certainement pas la seule. Là, on va retenir les autres aussi, consigner tout ça, mais de nous partager une idée qui leur semble porteuse ou particulièrement intéressante, qui mérite là, d'être présentée à l'ensemble du groupe. Donc, je vais commencer vu que j'ai déjà la parole. Donc, Fabienne, ferme ton écran parce que c'est retour et conclusion. Oui, je voulais juste... La mosaïque va s'agrandir. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. Puis, il n'y a pas d'autres éléments que retour et conclusion. Donc, on sait qu'on est là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais peut-être juste vous dire les personnes rapidement qui faisaient partie de mon groupe. Donc, il y avait Juliane de Kiroul, Alexis de Parasport Québec, Alexandra qui est une doctorante qui travaille notamment avec les personnes qui ont des troubles de la communication, Guylaine de l'INLB et Philippe Archambault là, de Société inclusive. Puis, il y avait Sheila
aussi qui a dû nous quitter, mais qui travaille dans le domaine du design intérieur et accessibilité. Donc, un des éléments là, que je pense qui est ressorti de la discussion, c'est dans tout ça, dans toute la démarche, la pertinence de cibler l'évaluation. Donc, l'évaluation des effets, des impacts, c'est vraiment ressorti comme un besoin de la part des organismes là, présents. Donc, la pertinence pour savoir si ce qu'on fait, finalement, atteint les cibles voulues, mais aussi pour acquérir une forme de légitimité, finalement, dans les pratiques, là. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment ressorti comme étant pertinent. On a soulevé aussi beaucoup la pertinence de la table comme espace de concertation, de discussion, d'échange de meilleures pratiques. Puis, un autre mandat qui a été soulevé, qui pourrait être celui d'une table de concertation, c'est celui de servir un peu de lieu de référence pour tout ce qui se fait en matière de formation-sensibilisation. Donc, on a parlé, par exemple, d'un répertoire, de savoir finalement qu'est-ce qui s'offre. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent qu'on ne sait pas. D'éviter de réinventer la roue, de commencer à monter une formation maison alors qu'il y a déjà des ressources qui existent. Puis on soulignait la pertinence aussi des fois d'un travail en collaboration pour offrir des formations qui, justement, dans des domaines où on a ciblé qu'il y avait des manques, mais de s'associer pour offrir des formations en associant les expertises et donc en offrant des formations qui répondent mieux aux besoins. Donc, c'est peut-être ces deux éléments-là que je voulais partager, la cible de l'évaluation comme étant pertinente et aussi l'idée du répertoire ou en tout cas d'un espèce de lieu de référence là, pour ce qui s'offre en formation sensibilisation qui doit bien sûr être évolutif, tout ça, mais donc justement encore là, la pertinence d'un réseau de collaboration là, dans le domaine. Donc, voilà pour moi. Ensuite, peut-être, Patrick, tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui est ressorti de ton groupe. Il faut juste que tu actives ton micro. Alors, à cet atelier, il y avait Madame Chanou du Conseil québécois des entreprises adaptées. Donc, on avait plusieurs personnes du milieu du travail et de l'emploi. Steve Ouimet, qui est à La Croisée, qui est un organisme aussi de soutien à l'emploi, également au AQMPH. Valérie Bégin aussi pour les entreprises adaptées. Virginie Archambault pour Mémo Québec et Ghislain Hudon, qui est une personne avec des incapacités visuelles et qui est très impliquée dans son milieu et également dans la sensibilisation par rapport à l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. Alors, un mot qui, c'est pas mon dernier mot là, mais tout le monde a dit qu'ils étaient enthousiastes et qu'en fait, je cite, on ne fera jamais assez pour lutter contre les préjugés et les attitudes, et en particulier sur le marché du travail, où il y a énormément de besoins. Donc, le fait qu'une table puisse vraiment réunir l'ensemble des acteurs, c'est quelque chose qui est largement attendu, et pour la mise en commun à la fois des outils, des stratégies. Un élément qui est ressorti, qui n'était pas dans la planification stratégique directement, mais en particulier avec la COVID, c'est tout le renouvellement des pratiques pédagogiques du présentiel au virtuel. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel la table pourrait jouer vraiment un rôle très, très important, à la fois de développement, de mise en commun
et de contribution là, pour que aussi, par exemple, d'avoir des formations sur les outils. On s'aperçoit qu'on se lance tous dans les pratiques virtuelles, mais on oublie d'ouvrir notre micro, on ne sait pas comment animer et tout ça. Donc, il y aurait des nouvelles formations, je pense, pour les partenaires par rapport à ça, et même, bien entendu, les gens qui donnent de la formation. Alors, c'est au niveau des implications en tant que telles. Alors, certaines personnes d'emblée souhaitent siéger à la table, d'autres être informés. Peut-être qu'on définisse des communautés de pratiques plus précises sur des sujets particuliers, mais ce sera à la table de le définir. Et les partenaires aussi disent que même s'ils sont pas sur la table, ils peuvent être des lieux de test de nouveaux outils ou de formation et ou aussi d'éléments d'évaluation. Un des commentaires, c'est qu'on voit, il y avait peut-être pas assez de distinction entre ce qu'on entendait par sensibilisation et formation, et le souhait était aussi de un peu d'un répertoire peut-être, mais de mieux connaître les véritables sujets des formations. Donc, aller un petit peu plus loin, voir ce qu'on a recueilli, parce qu'on avait quand même recueilli des choses, mais aller vraiment sur un répertoire selon les sujets, pas simplement selon les clientèles ou les populations cibles telles qu'on l'a fait. Alors, on nous avait demandé un mot-clé pour la fin. Alors, c'est « enfin ». Parfait. Merci, Patrick. Annie, est-ce que tu veux y aller? Oui, avec plaisir. Puis là, je vois qu'il nous reste 15 minutes, si je comprends bien, puis il reste quand même quelques groupes, fait que je vais être pas trop expéditive, mais quand même. Puis j'ai pas noté le nom du monde qui était là, mais on était la meilleure équipe, juste vous dire, puis une belle représentativité. Fait que, mais tout le monde a bien participé. Bref, nous, on a trouvé du travail à faire au comité exécutif de la table. Donc, les prochaines étapes que le comité de la table devra faire, prenez des notes, ça va être de peut-être faire un sondage à l'ensemble des gens qui étaient ici, puis élargir encore plus parce que parmi les gens qui étaient ici, il y en a d'autres qui auraient peut-être voulu être là. Et certains qui sont là vont penser à d'autres personnes pour qui ça pourrait intéresser et qu'on est tous conscients que tout le monde trouve ça hyper pertinent, veulent s'engager à différents niveaux, mais c'est difficile aujourd'hui de dire où je m'engage, quoi, quand je ne sais pas exactement ce que ça va demander. Donc, ça va être au comité exécutif de définir un peu des attentes, des sous-comités, puis aller sonder un peu l'intérêt de tout le monde à participer dans quoi selon leur domaine d'expertise et s'engager à quel niveau. Fait que ce serait peut-être une prochaine étape, puis qui pourrait élargir plus large qu'à la 50aine de personnes qui étaient là aujourd'hui, parce qu'on a tous compris. Notre mot de la fin, c'est qu'on ne pourra pas travailler à 50 autour d'une table, elle ne sera pas assez grande. Fait qu'il va falloir faire plusieurs petites tables, puis avancer tout le monde ensemble. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Annie. François, peut-être tu pourrais poursuivre avec un mot sur ce qui s'est dit dans ton sous-groupe. Oui, bien sûr. Ben, moi, dans mon sous-groupe, il y avait Elsa d'Altergo, Simon April de Qui Roule, il y avait Stéphanie de la Maison Maguire, Sylvain Duchesne de Polynis, il y avait Hélène Carbonneau. En fait, mon groupe... Pardon? Je suis de Kevdi, pas de Qui Roule. Ah, Kevdi, excuse-moi, Simon. Oui, en fait, les éléments qui ont été un peu plus discutés dans mon groupe, c'est des éléments un petit peu que certaines personnes ont déjà parlé dans d'autres groupes, mais tout ce qui était la diffusion et valorisation des pratiques inspirantes.
Fait que de ces éléments-là, par rapport à que la table puisse servir à justement un endroit où on peut partager les pratiques puis valoriser les meilleures pratiques et tout ça, mais aussi de regarder par rapport à tout ça, ça serait de focuser sur plus les éléments qui rassemblent versus les éléments qui divisent, dans le sens que il y a des formations qui sont données un peu partout. C'est veux pas, des formations peuvent être vues, certains groupes qui donnent des formations X ou Y peuvent être vus en compétition en tant que tel, mais l'objectif, c'est pas de la compétition nécessairement, là. C'est vraiment d'être capable de partager toute cette information-là pour que tout le monde puisse en tirer son compte, pour qu'au final, les personnes handicapées soient bien accompagnées. Puis il y avait aussi l'élément de développer et améliorer plus l'expérience et puis pas seulement pallier à l'handicap en tant que tel durant les formations. C'était un peu les éléments qui étaient clés qui sont sortis dans mon groupe. Parfait, merci François. Méric, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ce qui s'est dit dans ton groupe? Donc, dans mon groupe, il y avait Catherine de On Roule, Annabelle du RCPHL, qui est de la concertation à Laurentide, Julie de l'AISC, Gilles de l'Institut Nazareth-Louis Braille, Luce de l'URLS, qui est Loisirs et Sport, et Pierre-Emmanuel de SIVA. Moi, on m'avait dit qu'il fallait retenir une idée, fait que je vais faire comme tout le monde, puis je vais juste donner plusieurs idées qui se sont données au cours de la conversation. Donc, je pense qu'une chose qui est ressortie assez fortement, c'est qu'il y a définitivement un intérêt et des besoins en termes de concertation sur la formation par les membres qui étaient dans mon groupe. Mais il y a aussi des préoccupations par rapport à la structure puis aux méthodes qu'on veut utiliser pour faire transmettre l'information. Parce que, comme ça a été nommé aussi, on ne veut pas réinventer la roue, puis on veut que ce soit une table de concertation qui soit efficace, qui permette aux gens de répondre à leurs besoins finalement, puis que transmettre de l'information, un peu comme Annie le nommait, déjà on est beaucoup de monde là, mais peut-être qu'il faudrait élargir encore pour donner toute la pertinence à la table, puis là, transmettre de l'information entre 70 et 80 membres, ça peut être tout un défi. Donc, il faut bien avoir ça en tête aussi. Puis, nous aussi, il y a eu l'idée d'un bottin ou d'un répertoire des formations offertes par les différents partenaires qui est ressorti et qui suscitait pas mal d'intérêt de la part des gens de mon groupe. Fait que je pense que c'est une idée à retenir. Voilà. Merci, Méric. Il me reste Marc Saint-Onge. Oui, alors nous, on avait comme mandat de dégager une seule idée. Et je ne ferai pas comme Méric. On va vous présenter notre seule idée. Je vais juste vous l'afficher, ça va aller plus vite. Vous la voyez. Donc, le groupe dans lequel j'étais, il y a Ginette Parizeau, Sarah, Denis, Noémie et Delphine. Vous m'excuserez, je n'ai pas retenu les organisations pour lesquelles, mais vous pourriez l'écrire dans le chat. Ce qu'on a dans notre discussion, rapidement, la question 1, c'est confirmé, c'est-à-dire la grande pertinence d'avoir une table, mais la discussion a débordé un peu. Au-delà de la table, ça peut être une communauté de pratique. Il faut vraiment le définir comme il faut, parce que la notion de table de concertation présentait des défis drôlement importants. Ceci nous a amené à notre idée qu'on vous soumet tout de suite, c'est-à-dire celle-ci, avoir un engagement commun et bien défini pour développer une culture d'évaluation et nous permet de travailler en continuum dans un processus complet de formation et sensibilisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est tous d'horizons différents et notre culture de partage, notre culture de compréhension, d'évaluation, elle est différente pour chacun. Si on veut mettre en place une structure, donc on est dans une dimension très opérationnelle, il faut absolument qu'on puisse avoir des bases communes sur lesquelles on puisse partager. Donc, il y avait cette idée maîtresse qui était là et elle est suivie et permet de travailler dans un continuum dans un processus complet, c'est-à-dire que trop souvent, on investit beaucoup à planifier une formation et l'offrir, mais le processus est incomplet.
faut la planifier, il faut la valider, il faut travailler à la diffuser. Les mécanismes sont multiples, tels que le dit Patrick tout à l'heure, autant en synchrone puis asynchrone, en présence puis pas en présence. Alors, mais c'est aussi l'idée de voir dans un cycle complet, de bien le définir. Je ne sais pas, c'est nous qui avions la meilleure équipe. Annie, je m'excuse sincèrement de te décevoir comme ça, mais est-ce que je traduis bien, groupe? Oui, ça va? Très bien. Alors voilà, merci Denis de m'appuyer, ça me fait du bien. Alors voilà, c'était rapidement dit parce que le temps file. J'espère qu'on a pu récupérer le temps un peu. Oui, tout à fait. On est dans les temps, tout va bien. Je vous remercie pour ces retours précis et efficaces. On a bien sûr pris tout ça en note. Donc, on arrive au bout de notre activité d'aujourd'hui. Donc, je prends le temps de vous remercier vraiment tous et toutes là, pour votre participation, votre présence. J'aimerais laisser la parole à certains d'entre vous, s'il y en a quelques-uns qui auraient comme un petit mot de la fin. Il nous reste 5 minutes là. S'il y en a qui ont un petit mot à dire, vous pouvez prendre la parole. C'est possible d'écrire en chat aussi. Aussi. Mais je vous remercie vraiment tous pour votre participation. On va vous donner des suites en vous transmettant l'enregistrement audio et le résumé. Donc, vous aurez des nouvelles de nous bientôt. Puis, on a même des tâches qu'on s'est notées pour la suite. Donc, on va s'assurer de les remplir. J'aimerais remercier Marc aussi, Annie et Jackie qui est partie, mais qui ont fait les présentations. Je me remercie pour l'animation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Ginette. À bientôt. À bientôt.